Comprendre les enjeux, anticiper les risques, protéger l'avenir, éclairer votre quotidien. Répondre à vos doutes et bâtir ensemble une Afrique plus forte. De la recherche en laboratoire au cœur de nos foyers. Bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec le professeur Ider Bitam sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour, bienvenue dans votre émission Vie et Santé. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet un peu particulier et très intéressant. C'est les technologies émergentes, donc le diagnostic. Quelles sont les technologies qui permettent de diagnostiquer un peu les maladies, les agents pathogènes, les arthropodes, etc. Donc on a avec nous toujours un plaisir de recevoir professeur Abdelham Zakaria qui est enseignant-chercheur spécialisé dans le domaine des maladies vectorielles. Merci professeur, c'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous. Merci. Très bien, donc on va parler un peu des technologies émergentes. Donc il faut savoir que ces 10 dernières années, lorsqu'on voit les statistiques, on voit qu'effectivement qu'il y a une augmentation conséquente des agents pathogènes, notamment des nouvelles espèces, notamment des augmentations de nombre de cas par rapport aux 10 dernières années, notamment la tuberculose, le paludisme, la leishmaniose, les maladies bactériennes, les maladies virales, etc. Et avec le temps, avec un recul, on remarque effectivement que c'est dû tout simplement à l'utilisation des technologies de pointe qui permet de diagnostiquer rapidement, donc qui permet d'avoir des outils nécessaires pour identifier l'agent causal d'une maladie. Il faut savoir, ça fait 10 ou 15 ans de cela, on a eu beaucoup de mortalité à étiologie inconnue. On ne connaissait pas l'origine de cette mortalité ou bien de cette maladie. On tâtonne avec des traitements antibiotiques, antiparasitaires, etc. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu des technologies, des techniques qui permettent de confirmer ou d'infirmer la présence d'un agent pathogène particulier. Et c'est pour ça que cette émission elle a une importance capitale par rapport, effectivement, quelles sont les techniques, notamment les nouvelles techniques qui permettent à un temps record de diagnostiquer une maladie ou un agent pathogène, surtout par rapport aux malades qui sont hospitalisés, par rapport à une épidémie, lorsqu'il y a quelque chose où on a plusieurs personnes dans un lieu donné, dans un village, etc., on suspecte peut-être maladie, c'est une infection communautaire, c'est-à-dire intoxication alimentaire, mais ensuite, avec cette technologie, on peut voir que c'est pas ça. Donc c'est autre chose, etc. Donc quelles sont les technologies, docteur Abdelham ? Alors les technologies, c'est comme vous avez dit, professeur, donc ces 10 dernières années, même les technologies ont vraiment évolué. Où pratiquement chaque 2 mois, on a un nouvel appareil qui est mis sur le marché, une nouvelle technologie qui montre une efficacité encore plus pointue que la précédente. Donc, quand on parle de technologie de pointe, on parle de biologie moléculaire, avec ces 2 volets, donc le volet génomique et le volet protéomique. Donc, ce qu'il faut savoir que le diagnostic d'une maladie repose en premier lieu sur le diagnostic du médecin, donc sur les hypothèses émises par le clinicien, donc qui vont orienter le diagnostic poussé au laboratoire. Ouais. Donc il faut que par exemple, un médecin qui est dans une région frontalière où on a des va-et-vient, si vous voulez, des gens qui arrivent d'une zone où on a le paludisme, il doit, c'est-à-dire des paramètres changent par rapport à un médecin qui exerce dans une grande ville, dans une ville côtière. Donc ça c'est le premier point. Donc par rapport aux technologies, si on parle de biologie moléculaire, donc la génomique, donc par exemple, c'est l'identification des agents pathogènes. Donc bien sûr, la génomique elle est efficace donc dans ce qui concerne tout ce qui est maladie infectieuse, donc tout ce qui est agents pathogènes, donc l'utilisation des PCR et
plus précisément des qPCR pour la détection. Le qPCR, c'est des PCR en temps réel qui permettent d'identifier la présence d'un agent pathogène. Donc, oui. On remarque ces 20 dernières années qu'on ne s'est pas concentré que sur l'agent pathogène, même sur le vecteur par rapport à la biologie moléculaire, l'étude génomique des arthropodes aussi qui est intéressante parce que maintenant, comme je l'ai dit, effectivement par rapport au paludisme, on parle de complexe d'espèces. Donc on n'a pas que l'espèce, c'est pas quelque chose qu'on peut voir seulement au microscope, il faut passer au moléculaire, donc au niveau génomique, pour voir effectivement les gènes spécifique par rapport aux mutations d'une sous-espèce par rapport à une autre. C'est quoi l'intérêt d'étudier les sous-espèces, les complexes d'espèces par rapport au paludisme par exemple, les anophèles? Oui, donc bien sûr le vecteur c'est aussi très 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 important d'identifier les vecteurs parce que la présence d'un vecteur dans un environnement signifie qu'il y a une présence probable d'un agent pathogène qui est lié à ce dernier. Donc l'intérêt d'identifier les sous-espèces, c'est vraiment de voir les mutations en relation avec sa capacité vectorielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une capacité vectorielle pour nos auditeurs? Oui, une capacité vectorielle veut dire est-ce que c'est simplement... En fait, il y a une différence entre capacité vectorielle et compétence vectorielle. Voilà. Oui, donc la capacité vectorielle, c'est le vecteur est capable de prendre l'agent pathogène et de le transmettre. La compétence vectorielle, c'est-à-dire la transmission, elle est certaine si vous voulez. Donc elle est plus certaine quand on parle de compétence vectorielle. Donc la capacité, donc ok, il peut transmettre le vecteur, l'agent pathogène, pardon, mais ce n'est pas certain. Mais la compétence, ça confirme qu'il y a une transmission certaine et efficace de l'agent pathogène. Très bien. Donc effectivement, la compétence vectorielle, comme vous l'avez bien dit, bien expliqué, c'est le fait que le virus, le parasite ou la bactérie, non seulement elle est chez le vecteur, mais le vecteur peut être le réservoir. Donc non seulement un vecteur, il peut être réservoir, c'est-à-dire il fait multiplier dans son tube digestif l'agent pathogène, et la transmission de cet agent pathogène sera multipliée par rapport à la quantité qu'il a absorbée, qu'il a pris. Donc, et donc ça devient plus virulent. C'est le cas par exemple du West Nile virus. Lorsqu'il prend un repas avec des petites quantités de virus, c'est pas la même chose quand il prend un repas avec les grosses quantités de virus, c'est-à-dire une densité de population virale qui est importante. C'est pour ça qu'on parle de mortalité généralement lorsque le moustique va donc transmettre une densité de population virale très importante par rapport à l'inverse. Effectivement, donc l'intérêt des technologies émergentes, on a parlé beaucoup plus de la PCR, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a la sensibilité et la spécificité par rapport à ce qu'on veut détecter. On peut détecter les agents pathogènes, on peut détecter les arthropodes, et on peut faire les deux en même temps, ce qu'on appelle le multiplexage, c'est-à-dire à partir d'un prélèvement, on peut voir plusieurs gènes en même temps, tout dépend des cibles qu'on veut identifier. C'est ce qu'on appelle un multiplexage, avec le même plateforme, seulement c'est les réactifs qui changent, donc tout dépend de ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut utiliser. Donc là, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire il y a un gain de temps qui est exceptionnel par rapport aux 15 ou 10 années auparavant. C'est-à-dire on va gagner un gain de temps très important. Donc le traitement, il est rapide, parce qu'on a maintenant l'agent, on a la maladie, on a le malade, donc il faut le traiter parce que chaque bactérie, généralement, elle a son traitement. Donc on peut même faire ce qu'on appelle un antibiogramme pour voir la sensibilité, l'aspect et la résistance aux antibiotiques. Donc on peut lui donner un antibiotique particulier, surtout lorsqu'il s'agit d'une infection bactérienne. On peut utiliser maintenant voir la résistance, c'est-à-dire un antibiotique, un antidote, si on peut dire ça, spécifique à une bactérie. Lorsqu'elle est résistante, il faut trouver toujours un autre antibiotique qui peut donner l'efficacité. Il y a aussi une autre technologie qui a révolutionné la microbiologie. Le MALDI-TOF. Voilà, la spectrométrie de masse. Spectrométrie de masse. Donc, effectivement, le MALDI-TOF, donc en 2010,
c'est quoi? C'est un appareil qui est basé sur l'échantillon est traité d'une manière qu'il soit cristallisé, donc afin de recevoir là j'explique le concept de l'appareil, de recevoir ce qu'on appelle des shots laser ou bien des bombardements laser qui font voler les protéines qui composent l'échantillon, et par une spectrométrie de masse, c'est la masse de ces protéines est calculée par rapport à leur temps de vol. Donc l'avantage de cette technique, c'est que faut savoir que cette technique elle a été créée pour l'identification des champignons et des bactéries, des levures également. Donc l'avantage, c'est qu'elle est vraiment peu coûteuse, mis à part le prix initial de l'appareil. La technique elle-même, elle est très très peu coûteuse, où un échantillon coûte moins d'$1. Donc on peut utiliser, et aussi on peut adapter cette technologie, et elle a été adaptée vers la microbiologie, en dehors de la microbiologie, vers les arthropodes, l'identification des vecteurs. On a des bases de données, identifier les repas sanguins à l'intérieur des arthropodes, et voir la présence des agents pathogènes dans ces derniers. Effectivement, donc la MALDI-TOF ou la spectrométrie de masse, c'est une technologie qui permet vraiment de faciliter, surtout lorsqu'on parle d'épidémie ou lorsqu'on a des échantillonnages qui sont importants, faciliter l'identification ce qu'on peut chercher. Est-ce que c'est une bactérie, un virus, un parasite, un champignon, une levure, etc. Mais une fois qu'il est identifié, c'est à partir de là qu'on peut commencer. C'est-à-dire, l'avantage, c'est bien pour la recherche. Par exemple, on veut identifier un arthropode. L'arthropode, il faut toujours le diviser en 2 ou 3. Oui. L'idéal, c'est en 3. Donc, une partie, elle va passer à la spectrométrie de masse, donc qui permet à un temps record, c'est-à-dire en moins de 15 minutes, on a déjà les échantillons, on a déjà le résultat. Une fois qu'il est identifié, on passe un deuxième échantillon, c'est-à-dire deuxième partie de l'arthropode, pour faire la PCR. Une fois qu'il est séquencé, il faut passer au séquençage, qui va permettre d'identifier, bien sûr, de confirmer ce que MALDI-TOF a donné. Et en troisième lieu, c'est d'isolement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une continuité de traitement de l'arthropode ou bien de l'échantillon, même le sang, un sang total, le DTA, on peut faire les 3 techniques. Donc là, ça permet non seulement d'identifier l'arthropode, comme vous l'avez bien dit, on peut aussi identifier l'agent pathogène. Il y a des publications qui sont sorties par rapport à la leishmaniose, par rapport à une bactérie, Bartonella, les Rickettsi, etc., sur lesquelles on a trouvé la leishmaniose. On a trouvé l'identification, confirmation de l'arthropode et confirmation de bactéries, virus, parasites, champignons, levures, à partir de cet échantillon. Donc voilà, c'est une technologie qui permet vraiment d'approfondir les résultats, où le clinicien, dans un laboratoire au niveau de l'hôpital, peut faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'on a fait sortir les technologies dans le domaine de la recherche scientifique vers le laboratoire au niveau de l'hôpital. Donc, certainement que c'est le diagnostic et la recherche, c'est-à-dire ces 2 domaines dont on ne peut pas séparer les 2 domaines, parce que l'un c'est des jumeaux qu'on ne peut pas séparer. Ouais. Donc, mais il faut être intelligent dans le choix des appareils et des technologies qu'on veut utiliser. Parce que ça sert à rien d'avoir une panoplie d'appareils qui font le même travail. Donc il faut que le choix des technologies soit complémentaire d'une technologie à une autre. Donc bien sûr, les principaux critères, c'est la rapidité et la précision de l'identification. Donc voilà, qui peuvent faire gagner du temps. Très bien. Donc effectivement, il y a un gain de temps important. Donc on peut sauver des vies rapidement, c'est-à-dire lorsqu'on fait un diagnostic rapide. Donc au moins il y a une première confirmation par la spectrométrie de masse en attendant de faire la PCR, etc. Mais le malade il est déjà traité parce qu'on a déjà une première orientation au niveau du laboratoire.
pour le traiter rapidement en attendant de faire le travail nécessaire. C'est pour ça que maintenant, c'est une nouvelle, ça fait les 10 dernières années, on a remarqué qu'il y a beaucoup des hôpitaux, donc des laboratoires au niveau des hôpitaux, ou des centres de santé où il y a les laboratoires de recherche, l'installation des laboratoires de recherche, qui permet effectivement de faire le diagnostic de pointe, rapide, qui permet de sauver des malades. On parle maintenant dans le domaine de l'oncologie, etc. Donc on a maintenant des cellules souches. Donc on peut faire des cultures de cellules souches qui permet de faire le diagnostic rapide qui fait aussi le traitement. Donc les cellules souches, on peut les utiliser comme étant méthode de diagnostic et méthode de traitement des maladies cancéreuses. Et vous voyez la technologie où elle peut arriver, c'est-à-dire on peut faire un diagnostic et trouver une solution par rapport au diagnostic. Et c'est intéressant parce qu'en fait même la biologie moléculaire, la spectrométrie de masse, même au niveau de la Covid-19, elle a fait ses épreuves. Effectivement, en 15 minutes, on peut faire 96 échantillons. Donc 96 échantillons en 15 minutes pour voir quel est le positif ou le négatif. Est-ce qu'il faut traiter ou il ne faut pas traiter? Il faut donner parce que en fait, c'est intéressant aussi par rapport au vaccin. Si vous vous rappelez, à chaque fois, on dit ne vous faites pas vacciner si vous êtes infecté parce que ça va faire des complications, ça peut aller vers la mortalité même. Donc je pense que l'outil spectrométrie de masse avant la vaccination, c'est intéressant de voir effectivement est-ce que la personne elle est contaminée ou non, même s'il n'y a pas de symptômes, donc ça peut compliquer un peu Donc voilà l'importance des technologies émergentes. Donc on a parlé de la spectrométrie de masse, la biologie moléculaire, on les utilise aussi les deux. La culture, on doit cultiver les agents pathogènes. On a aussi les LISA. Oui, les techniques immunologiques. Oui. Donc bien sûr, si on parle des technologies contemporaines, il ne faut non plus éliminer les techniques classiques, les techniques basiques, parce que surtout les techniques immunologiques sont des techniques très 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 importantes. Et la sérologie, donc par exemple, d'une manière générale, c'est des techniques d'immunologie, donc qui peuvent donner des résultats parce que il y a des cas où on trouve, on a le tableau clinique de la maladie, PCR négatif, sérologie positive. Donc, il faut savoir que si on a la PCR ou la PCR standard dans le laboratoire, ça veut pas dire qu'on a tout et qu'on peut pas, il faut toujours avoir recours à des techniques complémentaires pour que le diagnostic soit fiable et précis. Très bien, effectivement, là, donc on parle de l'ELISA, donc c'est une technique immunologique qui permet de faire un diagnostic et grosse quantité d'échantillonnage. Donc on voit toujours 96 échantillons avec témoins positifs, témoins négatifs. Donc ça permet effectivement de faire une lecture rapide et de screener aussi les malades pour voir effectivement ce qu'ils sont atteints de telles bactéries, virus, parasites, champignons, levures aussi, et qui permet aussi de le traiter rapidement. Mais après, des fois, il y a un seuil de positivité qui n'est pas aussi sensible. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à d'autres techniques de pointe, notamment la spectrométrie de masse ou bien carrément la biologie moléculaire, qui est coûteuse par rapport aux autres techniques, et qui permet quand même de donner plus de sensibilité, plus de spécificité par rapport à un agent pathogène donné et qui a donné une maladie chez l'homme. Voilà, donc il y a aussi d'autres techniques, technologies qui sont très intéressantes, qu'on utilise beaucoup plus dans les maladies du sang. C'est un lecteur de cellules, si on peut dire ça. Donc cette lecture de cellules qui permet de voir quelles sont les cellules qui sont opérationnelles, c'est-à-dire qui sont en activité, c'est telles que les compléments, les CD35, les CD80, etc. Et chaque cellule immunitaire a un rôle particulier qui permet de voir, surtout dans le domaine de l'oncologie, de voir effectivement que le malade est en train de se défendre naturellement contre un cancer particulier, et qui permet aussi d'augmenter surtout par rapport l'efficacité d'une molécule anticancéreuse
pour voir le monitoring, qu'est-ce qu'il faut la garder ou bien le switcher avec une autre molécule plus efficace, ainsi de suite. Donc là, effectivement, ça peut remplacer un peu la biologie moléculaire, parce que la biologie moléculaire, ça prend plus de temps. Il faut l'extraction de l'acide nucléique, ensuite il faut une première PCR, ensuite il faut passer par le séquençage, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps que effectivement le lecteur des cellules, effectivement, qui permet, c'est vrai que c'est très coûteux, mais ça donne des résultats plus efficaces. Heureusement, dans tous les pays africains, on a ces technologies-là, la PCR, la spectrométrie de masse, même s'il n'y a pas le Maditoff, on a l'HPLC. Donc qui donne presque le même résultat, mais moins de temps. Donc l'HPLC, donc elle donne des résultats, mais ça prend plus de temps que la spectrométrie de masse. Mais on a ces lecteurs de cellules qui ont une efficacité prouvée. Donc ça a nécessité d'avoir ce type d'appareillage, surtout dans le domaine de l'immunologie, dans le domaine de l'oncologie, est très très important, et ça donne des résultats très fiables qui ont prouvé leur efficacité et d'une manière très rapide. Donc ça permet effectivement de prouver effectivement que la molécule que le malade est en train de prendre, elle est efficace, donc il faut la garder ou bien il faut la changer. Voilà, qu'est-ce que vous avez d'autres molécules ou d'autres techniques qui permettent de faire le diagnostic à part la biologie moléculaire Enfin, déjà il y a des technologies nouvelles telles que on a parlé de la multiplexage, on a parlé de la PCR, la QPCR, donc PCR à temps réel, aussi la PCR où il y a des fragments de PCR, c'est-à-dire une seule PCR peut faire 16 PCR en même temps pour un seul échantillon. D'accord, donc ça c'est des technologies intéressantes qui vont augmenter la sensibilité. C'est-à-dire des fois, lorsqu'on fait une PCR avec un échantillon, une PCR, un échantillon, ça peut donner un résultat faussement négatif. Et lorsqu'on a un échantillon qui est fragmenté en 16 échantillons, dans une seule PCR, donc ça va augmenter les chances de trouver un positif, même faiblement positif, ça permet au moins de voir des traces. C'est la même chose par rapport à l'ELISA. L'ELISA, on a parlé de seuil de positivité, mais le seuil de positivité, ça ne veut pas dire qu'il est négatif. C'est très fort probable que ça soit qu'une trace de présence d'un agent pathogène, c'est tel que par exemple le West Nile virus. On a dit que c'est une maladie mortelle, mais lorsque le moustique femelle, lorsqu'il va piquer l'homme deuxième fois, c'est-à-dire après avoir piqué un autre animal, après avoir piqué l'oiseau, on a dit que c'est un amplificateur, c'est-à-dire que l'animal va jouer le rôle de lessivage, c'est-à-dire qu'il va baisser la charge virale. Et lorsqu'il va baisser la charge virale, en troisième lieu, lorsque le moustique va piquer l'homme, donc il va lui donner moins de virus, et donc il n'y aura pas du tout c'est-à-dire asymptomatique, donc il n'y aura pas de symptômes. Mais par contre, il y a l'ELISA qui permet de trouver la trace qui a été déjà piquée par un moustique infecté, même s'il n'a pas donné de symptômes. Donc effectivement, en termes de technologie et de techniques, donc les techniques, on ne peut pas dénombrer toutes les techniques qui sont sur le marché ou bien qui sont utilisées. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est que avant d'équiper un laboratoire, que ce soit de recherche ou un laboratoire de diagnostic, il faut avoir une stratégie et une vision. Donc, c'est-à-dire, on n'achète pas le matériel pour acheter le matériel, pour avoir du matériel, parce que c'est des appareils qui sont coûteux. Certainement que la santé n'a pas de prix. Donc, mais il faut qu'il y ait des stratégies. Donc, la fusion déjà, le laboratoire qui fusionne le diagnostic et la recherche. Au niveau des hôpitaux, par exemple, c'est déjà très intéressant. Des laboratoires de recherche au niveau des universités aussi, entre parenthèses. Donc, il faut être intelligent dans l'achat des équipements. Et aussi, je pense qu'il faut partir vers la création, au sein des différents établissements, des plateformes. Donc,
Mais c'est très intéressant de parler des systèmes ouverts. Il faut toujours amener des plateformes systèmes ouverts. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un problème d'importation dans quelques pays. Lorsqu'on a un système ouvert, on peut acheter sur plusieurs fournisseurs différents. Donc, ça permet effectivement d'avoir plus de facilité par rapport à l'achat d'un réactif ou d'un produit chimique. Bien sûr, le système ouvert, c'est-à-dire que ça permet d'utiliser des réactifs de plusieurs marques, le même appareil, ça permet de modifier des protocoles, d'ajuster, c'est parce que quand on parle de protocole, le système fermé, c'est un peu délicat. Donc, mais les systèmes ouverts, ça permet vraiment de donner plus, c'est-à-dire ça permet de partir vers la pluridisciplinarité. Par exemple, on peut faire le diagnostic de plusieurs agents pathogènes, de plusieurs packs agents pathogènes, de plusieurs maladies, sur le même appareil, en modifiant les paramètres selon le but de la manipulation. Exactement. C'est ça l'avantage. Donc voilà, merci professeur Abdellahoum pour votre contribution, pour ces informations intéressantes. Donc on est à la fin de notre émission. Merci pour votre écoute et à bientôt.